Alors que s'intensifiaient les rumeurs d'élections anticipées dans l'entourage du gouvernement de Doug Ford ces derniers temps, le principal intéressé a brisé le silence en annonçant aux Ontariens We will be calling the election next Wednesday. I'll be seeing the Lieutenant Governor on Tuesday. We need a mandate from the people to fight against Donald Trump's tariffs. Notre gouvernement a besoin d'un mandat fort pour riposter aux tarifs douaniers de Donald Trump, affirme-t-il. 11 millions de personnes devront se prononcer sur cette question le 27 février prochain. Doug Ford joue-t-il un pari risqué? Comment les partis d'opposition s'organisent-ils? Dans ce troisième épisode du balado du choc politique, on s'intéresse aux enjeux de cette campagne électorale ontarienne. Bonjour tout le monde, mon nom est Justin Paradis. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir à ce troisième épisode du balado du choc. Pour ma part, c'est la première fois probablement que vous entendez ma voix. Je suis bien sûr un collaborateur à la page depuis quelques mois déjà, donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir participer à ce balado. Rentrons immédiatement dans le vif du sujet, ça n'est un gros. L'Ontario, la province la plus populeuse du Canada, va rentrer en campagne électorale dès aujourd'hui. C'est ce qu'a annoncé le premier ministre Doug Ford. Il est allé rencontrer le lieutenant-gouverneur de la province hier pour lui demander, bien sûr, la dissolution de l'Assemblée législative de Queen's Park, composée de 124 députés. C'est une élection qui prend beaucoup de gens de court, parce qu'évidemment, comme dans toutes les provinces du Canada, dont le Québec par ailleurs, il y a dans la loi électorale une clause qui impose la tenue d'une élection générale à date fixe. Le deuxième mandat de Doug Ford, qui s'est amorcé le 4 juin 2022, devait arriver initialement à échéance en juin 2026. Par contre, Ford a annoncé 15 mois à l'avance qu'il allait tenir des élections générales. Évidemment, ce n'est pas la première fois qu'un premier ministre déroge à la loi électorale, mais on peut justement se poser des questions par rapport à la légitimité de cette clause qui provient de la loi électorale. Bien sûr, ce qui motive le premier ministre sortant à aller de l'avant dans le déclenchement de ces élections hâtives, c'est évidemment la menace de tarifs douaniers imposés par l'administration américaine de Donald Trump. En guise de rappel, à partir du 1er février, donc samedi, ça s'en vient très vite, tous les produits importés des États-Unis en provenance du Canada et du Mexique auront des tarifs à la douane à hauteur de 25%. Ça fait très mal pour l'économie ontarienne qui représente en somme 38% de l'économie canadienne. Doug Ford disait il y a quelque temps que plus de 500 000 emplois étaient compromis en raison de ces mesures tarifaires imposées par Trump. Il sollicite donc un mandat fort, un troisième dans son cas, auprès des Ontariens, afin que ceux-ci le désignent comme l'homme de confiance, afin justement d'aider les Ontariens et la province à traverser cette période économique qui s'annonce assez tumultueuse. On peut dire que le deuxième mandat majoritaire de Doug Ford a commencé en Lyon. Alors que, évidemment, c'était la pandémie, on anticipait un déficit monstre. Eh bien, en septembre, quelques mois après sa réélection, son ministre des Finances annonce que l'Ontario a un surplus budgétaire de 2,2 milliards de dollars. À ce moment-là, évidemment, sa cote de popularité ne fait qu'exploser.
mais ça ne tiendra pas pour très Demanding longtemps. accountability in the growing Greenbelt scandal. Good evening. It is the latest chapter in a controversy plaguing the Doug Ford government. The new revelations in an integrity commissioner's report prompting new calls for resignations and a reversal of the Greenbelt plan. Doug Ford est un pourfendeur de la première heure du projet de la Greenbelt, la ceinture verte, une sorte de zone protégée par le gouvernement de l'Ontario qui encercle la ville de Toronto et de Mississauga afin de limiter l'étalement urbain de la région. Ford avait même affirmé lors de sa première élection qu'il voulait procéder à des vagues massives de dézonage de la Greenbelt car il estimait que ce projet-là ne répondait pas aux prémices qui étaient proposées en 2005. En novembre 2022, le gouvernement progressiste conservateur a procédé au retrait de 3000 hectares de terrain de la Greenbelt afin de les vendre à des promoteurs immobiliers. Par contre, on a appris plus tard que la GRC a déclenché une enquête concernant de possibles conflits d'intérêts pour plusieurs terrains vendus, mêlant le premier ministre Doug Ford dans la torpeur. Les partis d'opposition ont réclamé bien sûr la démission du premier ministre Ford. Sa cote de popularité a atteint un plancher inégalé à ce moment-là. 3 ministres de son cabinet ont alors démissionné. Par contre, M. Ford, lui, a résisté et est resté, s'est accroché au pouvoir. Finalement, il a annoncé qu'il allait céder une partie des terres qui étaient retirées dans le plan initial pour les ramener dans la Greenbelt. Par contre, à l'heure actuelle, l'enquête de la GRC est toujours en cours. Mais qu'à cela ne tienne, le premier ministre sortant a plus d'un lapin populiste dans son chapeau. Il propose des mesures qui plaisent à la population, très simples, notamment le Bradford Passage, un corridor autoroutier qui relie 2 axes importants de la région de Toronto, donc le Highway 400 et le Highway 404. On peut penser aussi au rachat potentiel de l'autoroute 407, une autoroute payante dans la région qui est possédée notamment par SNC-Lavalin. Une mesure un peu plus farfelue, mais dont Doug Ford semble très convaincu, c'est le tunnel qu'il veut construire sous la 401 pour réduire la congestion. Oui. En fait, le secteur de Toronto pour la 401 est l'endroit le plus achalandé au niveau du trafic autoroutier en Amérique du Nord. En ce qui a trait à l'aspect fiscal, Doug Ford a imposé quand même de bons congés fiscaux à l'ensemble de la classe moyenne ontarienne et plus récemment, il a octroyé des chèques de 200 $ à une grande partie de la population de l'Ontario. Une mesure qui ressemble à celle du gouvernement Legault il y a quelques années, alors qu'il a donné des chèques de quelques centaines de dollars. Au niveau des boissons alcoolisées, il a connu également du succès. On peut penser au fait qu'il a enlevé le monopole de la vente d'alcool à la LCBO, l'équivalent de la SAQ. En effet, jusqu'en 2024, en juillet, la vente d'alcool était monopolisée par la LCBO. En fait, Doug Ford a permis aux épiceries de pouvoir vendre de l'alcool, une mesure qui n'existait pas auparavant dans la province. On peut affirmer également que Doug Ford a voulu prendre de court les partis d'opposition qui ont connu plusieurs tempêtes au cours des derniers mois et qui ne sont pas nécessairement aussi bien organisés. People are working full-time jobs in Ontario and having to go to a food bank to feed their families. And I've talked to young people who are despairing about the state of the planet, about species disappearing, about what their future holds. None of this is normal. But we've been told again and again and again that it's just the way it is, and that expecting better is unrealistic. Au moment de la dissolution, c'était le nouveau Parti démocratique dirigé depuis février 2023 par Marit Stiles qui formait l'opposition officielle à Queen's Park avec 28 sièges.
Présentement, la projection de 338 Canada donne aux alentours de 20-21 sièges au nouveau Parti démocratique. Les bastions du parti, évidemment, c'est Toronto-Centre, mais aussi le nord de l'Ontario, qui est très favorable au NPD ontarien. Mais ce qui joue en défaveur du NPD à l'heure actuelle, c'est le fait que leur chef, Merritt Stiles, est pratiquement inconnu du grand public. Bon, on le sait qu'elle est députée à l'Assemblée législative de Queen's Park depuis 2018 et qu'elle a siégé sur le conseil d'administration de la commission scolaire du Grand Toronto. Mais sinon, cette campagne électorale pour elle et le NPD sera vraiment de faire en sorte qu'on apprenne à la connaître en tant que chef. Par contre, l'enjeu du temps peut jouer contre Stiles et le NPD. 5 semaines pour apprendre à se faire connaître, c'est particulièrement difficile et surtout que le Parti libéral du Canada performe bien par les temps qui courent. Et grâce aussi à une nouvelle figure pour le parti. Yes, we are ready to go. And yes, there's a lot of excitement about being a Liberal right now, whether provincially or even federally, as the federal counterparts are in a leadership race. But at the same time, what I've seen is a lot of interest being generated by this early and unnecessary election call. Est-ce que la nouvelle chef du Parti libéral de l'Ontario, Bonnie Crombie, pourrait causer la surprise face à Doug Ford et les progressistes conservateurs? Crombie, qui est en poste depuis seulement le 2 décembre 2023, est une femme qui est de plus en plus respectée à l'échelle provinciale parce qu'elle a beaucoup d'expérience politique, tant au niveau fédéral que municipal. Elle a été députée dans la région de Mississauga pour le Parti libéral fédéral de 2008 à 2011 et jusqu'en 2024, elle a été mairesse de la ville de Mississauga. Si vous connaissez la ville de Mississauga, au cours des 10 dernières années, qui sont les années de son mandat, la ville qui a connu un boom économique et démographique important, beaucoup d'entreprises ont déménagé leur siège social à Mississauga et aussi Mississauga est devenue la 7e plus grande ville en termes de population du pays. Dans les dernières semaines, Crombie a fortement attaqué Doug Ford concernant la monopolisation de ce dernier de l'enjeu économique de l'Ontario et la menace de tarifs provenant des États-Unis. Et plus récemment, elle déplore vivement la tenue de ces élections anticipées qui, je rappelle, vont se dérouler 15 mois à l'avance par rapport à la date prévue dans la loi électorale. Elle veut notamment investir davantage dans le système de santé, qui est, à l'échelle du Canada, celui dans lequel le gouvernement investit le moins. Elle veut également mettre en lumière le scandale qui impacte Doug Ford concernant la Greenbelt et également bonifier le zonage de la Greenbelt. Mais évidemment, l'association peut être rapidement faite entre le Parti libéral ontarien et le Parti libéral fédéral, qui est très impopulaire par les temps qui courent. Aussi, Crombie est une femme issue du milieu des affaires et Doug Ford, ces derniers temps, a beaucoup misé sur une campagne de dénigrement pour remettre en question, justement, sa proximité avec la population de l'Ontario, étant donné qu'elle est une élite économique. Et un petit mot pour parler en terminant du Parti vert de l'Ontario dirigé par Mark Schreiner, qui est, soit dit en passant, le premier élu du parti à siéger à l'Assemblée législative. Eh bien, le PVO a 2 bastions, soit à Guelph et à Kitchener, à l'ouest de Toronto. Et avec 2 députés, ils viendraient doubler le résultat qu'ils ont obtenu en 2022 lors des élections générales. Plusieurs personnes, tant dans la sphère médiatique, donc les commentateurs et les analystes, que dans la
population générale se pose des questions quant à la décision précipitée de Doug Ford d'aller en élection anticipée. Tout d'abord, le coût est exorbitant. 200 millions de dollars seront nécessaires pour tenir ces élections hâtives. Aussi, il faut dire que Doug Ford demeure un personnage assez controversé. On en parlait brièvement avec le scandale de la Greenbelt, mais Doug Ford, depuis 2018, accumule un grand nombre de scandales qui ont forcé justement plusieurs remaniements ministériels. Aussi, il peut être assez impopulaire à certains moments. Il est à se demander si il surestime présentement l'appui de sa base et de la population en général. Et aussi, je me pose des questions parce qu'avec l'entrée en vigueur durant le mois de février des tarifs douaniers imposés par Donald Trump, et on sait que ça va affecter grandement l'économie ontarienne, Doug Ford va plutôt monopoliser son énergie dans une campagne de réélection. Comme on le disait, 500 000 emplois sont compromis dans la province et ça, en plus, ça vient de sa propre bouche. Et aussi, il y a un article du Globe and Mail sorti récemment qui affirme que l'industrie automobile en Ontario se pose de sérieuses questions et qu'à court-moyen terme, elle pourrait songer à déménager la plupart de ses activités de l'Ontario vers le Michigan, vers Détroit plus particulièrement, en compte tenu justement de la mesure tarifaire imposée par Donald Trump. Annuellement, l'industrie automobile en Ontario représente plus de 50 milliards de dollars pour l'économie et des milliers d'emplois dans le secteur. Et est-ce que le vent est en train de changer de côté alors que le Parti libéral ontarien de Bonnie Crombie est en train de resserrer son écart avec le Parti progressiste conservateur? Il y a à peine une semaine, dans le sondage léger, les conservateurs avaient une avance de 24 points. Par contre, le 26 janvier, le sondage Main Street mettait les conservateurs à seulement 7 points d'avance et on remarque que la tendance commence à s'inverser. Alors, il est à se demander, est-ce que le pari de Doug Ford est un pari risqué à un point tel que ça pourrait se retourner contre lui? Et voilà, c'est ce qui met un terme à ce troisième épisode du balado du choc politique. Merci de m'avoir écouté. Notre équipe va suivre activement cette campagne électorale jusqu'à son dénouement le 27 février prochain. Les dates pour les débats ne sont pas encore annoncées, mais nous vous tiendrons au courant. D'ici là, je vous recommande bien sûr de vous abonner aux pages Instagram et Facebook du Choc politique et à partager notre contenu. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous sommes vraiment contents de pouvoir proposer tout ce contenu pour vous, cher public. Alors, je vous remercie. À la prochaine.